Insights, le podcast de Grant Thornton France. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Karine Hilero, qui est directrice associée chez Grant Thornton. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, nous allons parler avec vous d'ESG et surtout de la résistance à l'ESG que l'on peut constater actuellement. Mais s'il vous plaît, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Karine Hilero et j'ai rejoint Grant Thornton en début d'année. Et j'étais précédemment en corporate avec une longue expérience du change management et de la RSE, puisque j'ai commencé à travailler en RSE en 2011, à une époque où finalement la RSE n'était pas très réglementée, très peu d'informations étaient demandées aux entreprises. Et donc c'était plutôt dans le cadre d'une démarche volontaire et avec une approche très liée au business que j'ai développée dans les entreprises dans lesquelles je travaillais précédemment. Donc vous êtes une véritable pionnière de la RSE. Un peu, oui. Ça me rajeunit pas. Mais ça donne un peu de recul et d'expérience, effectivement, ce qui est utile, je pense, pour nos clients. Et je me rends compte qu'effectivement, on a besoin sur ces domaines-là de beaucoup de pragmatisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la transformation durable chez Grant Thornton France ? Alors, chez Grant Thornton France, on a une practice transformation durable qui vise à accompagner les entreprises dans la prise de conscience des nécessités de changer leur business model dans un monde qui ne cesse d'évoluer. On est parfois tenté d'imaginer que les crises sont passagères et qu'elles vont s'arrêter et qu'on va restabiliser. Moi, j'ai malheureusement la sensation que ces crises, elles vont être permanentes et qu'il faut donc mettre en place dans les entreprises des dispositifs qui permettent une adaptation en continu, de l'agilité. La transformation durable, c'est un des moyens d'assurer cette agilité des entreprises. Et côté ESG, vous ne sentez pas que cette agilité est un petit peu en train de faillir ou de se rameniser ou de se rabourrir, j'allais même dire? Alors, l'ESG, c'est E, S et G, c'est 3 familles de critères selon lesquels on va mesurer la performance d'une entreprise sur ces 3 thématiques que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Moi, je préfère parler de responsabilité. Parce que responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire qu'on prend des décisions qui sont éclairées sur la base de critères ESG et de critères financiers. Donc, c'est une posture très différente et ça met le dirigeant dans une situation de chercher l'amélioration continue et non pas de clamer une perfection qui souvent confine parfois au greenwashing. Alors Karine, vous le savez, on est dans une période qui est un petit peu compliquée, politiquement, géopolitiquement parlant et économiquement parlant évidemment. Est-ce que les entreprises peuvent néanmoins relâcher la pression avec le recul réglementaire sur l'ESG? Pour moi, le recul réglementaire, il est dans une démarche de résistance au changement. On est dans une situation où je pense que tout le monde a bien compris ce qui se passe au niveau mondial, y compris au niveau de la réalité physique, climatique. Les entreprises sont confrontées, comme tous les humains, à des phénomènes climatiques très extrêmes et elles en payent déjà le prix. Elle le voit au niveau des primes d'assurance, elle le voit au niveau de la disruption de leur chaîne d'approvisionnement, elle le voit au niveau des crises sociales qui peuvent se développer ça et là. Donc ça, c'est la réalité. Est-ce que le corpus réglementaire qui était proposé dans le cadre de la CSRD, puisque j'imagine que c'est celui-là auquel vous faites référence, était la bonne réponse? Je n'en suis pas sûre. Il était peut-être trop lourd, trop abscon, trop difficile à prendre en compte par des entreprises. Je le vois pour nos clients de la vague 1 qui sont des entreprises très matures, puisque ce sont des grosses entreprises. Même pour elles, c'était compliqué à comprendre. Donc, je comprends tout à fait que les entreprises un peu moins matures, un peu moins grandes aient eu besoin de résister et que le législateur ait compris qu'il fallait faire évoluer cette posture. Néanmoins, c'est une pause politique, mais la réalité du monde, elle, n'est pas en pause. C'est une pause momentanée, ça fait partie de l'apprentissage aussi que nous devons, nous, consultants, contribuer à développer auprès des entreprises. Pour moi, la prise de conscience, elle est réelle dans toutes les entreprises. En revanche, il y a des gestions de priorités. Les priorités, c'est le cash flow. Les priorités, c'est trouver des talents pour faire tourner l'entreprise. Les priorités, c'est trouver des fournisseurs qui permettent de faire tourner le business model des entreprises. Donc, tout ça, même si ça n'est pas parfois conscient, c'est quand même de la RSE, c'est de la responsabilité et ça ne peut pas se départir. On ne peut pas cesser de regarder les enjeux sociaux ou environnementaux parce qu'ils sont partie prenante des business models. Donc si j'ai bien compris ce que vous me dites, ne pas anticiper, c'est à un moment ou à un autre le payer.
clairement. En fait, il faut prioriser. L'objectif, c'est pas d'être parfait, comme je le disais. L'objectif, c'est d'être conscient. Donc, la première étape, c'est de comprendre en quoi son business model est dépendant de ressources qui peuvent être impactées par des problèmes sociaux ou des problèmes environnementaux pour éviter la disruption. Et après, se poser la question de comment on fait pour réduire son exposition au risque. Ça, mais j'ai envie de dire que c'est un peu comme la prose et Monsieur Jourdain. On fait ça tous les jours dans une entreprise. On n'a pas forcément conscience qu'on fait de la RSE quand on fait ça. En revanche, quand on ouvre la boîte à outils RSE que peut représenter la CSRD qui va être amendée avec des ESRS, des standards auxquels les entreprises devront répondre, qui vont être allégés, revus, repensés. Alors, en ouvrant cette boîte à outils, on va trouver des pépites qui permettent justement de mieux travailler sur ces risques et de mieux travailler aussi sur ces opportunités, parce que quand on est chef d'entreprise, on a comme devoir de baisser son exposition au risque, mais surtout d'aller chercher des opportunités. Et dans l'adaptation, le changement du business model, sa résilience, on a des opportunités business. Et c'est là-dessus qu'on travaille chez Grant Thornton avec nos clients. Une autre question, qui peut paraître toute bête, mais si le reporting est allégé, est-ce qu'il faut continuer à investir ? Il faut investir dans le changement et l'adaptation de son entreprise. Le reporting, c'est quoi ? C'est raconter ce qu'on a fait. Donc du coup, il faut avoir mené des initiatives. Il faut avoir fait des choix, des arbitrages. Et pour faire ces choix et ces arbitrages, il faut avoir pris une parfaite mesure de la réalité de son entreprise et de la trajectoire vers laquelle on s'en va. Et il faut pouvoir corriger cette trajectoire avant que cette trajectoire ne mène à des difficultés encore plus grandes. Donc, ce travail d'état des lieux, de diagnostic de la réalité, de la fragilité de son business model ou de ses forces, eh bien, ça, c'est la première étape et elle est indispensable. Ensuite, il faut investir sur des domaines où, évidemment, le business model va permettre d'appuyer une croissance de l'entreprise. Donc, nous travaillons avec nos clients sur ces états des lieux, sur ces diagnostics RSE des entreprises qui leur permettent d'identifier les points à améliorer, mais aussi les points forts sur lesquels elles vont pouvoir appuyer leur développement. En somme, l'enjeu, c'est la crédibilité de l'entreprise. Exactement. La crédibilité et la survie. Parce que les crises se répètent et elles sont sous de multiples formes. On pense être sécurisé sur certains aspects et parfois, cela obère notre champ de vision sur d'autres. Donc, la RSE et les outils, la boîte à outils qui vient avec, sont une espèce de vigie permanente sur les risques que les entreprises doivent prendre en compte, mais surtout, et je veux insister là-dessus, sur les opportunités qu'elles peuvent saisir. On est très surpris parfois quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on découvre qu'un travail d'analyse RSE très pragmatique et bien mené peut ouvrir un champ des possibles extraordinaire. Vous le savez, vous connaissez bien les chefs d'entreprise, moi aussi. Certains ont tendance à dire que le ESG, que la RSE, c'est un peu cosmétique pour ne pas dire très cosmétique. Et là, vous êtes en train de montrer et de prouver par A plus B que c'est un enjeu financier et de développement de toutes les entreprises. Exactement. On confond souvent le reporting et la réalité des initiatives qu'on mène. Et à nouveau, raconter, c'est le reporting. Ça n'intervient qu'après avoir mené des actions dans l'entreprise. Et tous les jours, les chefs d'entreprise mènent des actions. Ils n'ont pas forcément tagué ces actions RSE, mais ce sont des actions RSE. La qualité des produits, ça génère de la satisfaction client ou de l'insatisfaction client. C'est de la RSE, c'est de la responsabilité. Choisir ses fournisseurs, c'est de la RSE. Sécuriser sa supply chain, c'est de la RSE. On est dans une approche holistique, c'est-à-dire une approche de dirigeant. Et c'est extrêmement concret. Et c'est la vie des entreprises et c'est leur capacité à se projeter dans un avenir où elles vont devoir faire face à de multiples enjeux. Il faut les anticiper, il faut investir maintenant. Karine, quel est le véritable enjeu pour un dirigeant vis-à-vis de l'ESG aujourd'hui, en 2025, et dans les années à venir, qui risque d'être aussi complexe qu'aujourd'hui ? Alors, avec le recul qui est le mien maintenant, je me rends compte que pour les dirigeants, l'enjeu principal, c'est de justifier ses choix maintenant, à moyen terme et à long terme. Et c'est la redevabilité immédiate. Avant, les dirigeants, je pense qu'ils avaient plus de temps devant eux, que les effets de leurs décisions étaient un petit peu plus à moyen terme. Le temps s'accélère et donc chaque décision peut avoir des conséquences qui sont immédiates pour l'entreprise et le dirigeant peut être mis
en difficulté très très vite. Donc les décisions qu'ils prennent doivent être vraiment fortement étayées et appuyées sur une analyse à 360 degrés de leurs impacts. Mais on en revient finalement à ce qui fait la force d'un dirigeant ou d'une dirigeante, à savoir le courage. À un moment, il faut assumer les décisions qu'on prend. Exactement. Alors la notion de courage, elle n'est pas nouvelle chez les dirigeants. Ce qui rend plus difficile la prise de décision, c'est certainement la multiplicité des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et la nouveauté, c'est que effectivement, désormais, on sait que des éléments de nature environnementale, sociale ou de gouvernance doivent être pris en compte. C'était moins le cas avant et c'était moins rapide. Maintenant, il y a des décisions à prendre et ces décisions, elles démontrent la redevabilité du dirigeant à très 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 court terme. Mais est-ce que vous pensez que tous les COMEX de France, en tout cas des très grandes entreprises, sont vraiment intéressés par l'ESG? Est-ce que ça ne leur passe pas quelque part un peu au-dessus de la tête? Je ne pense pas. Il est clair que tous les dirigeants sont absolument conscients de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être à la fois un citoyen et un dirigeant et être deux personnes. Ce sont les mêmes personnes, ils sont citoyens, ils savent. Après, ils ne sont pas dans des démarches de recherche de perfection, ils sont dans des démarches de recherche de performance. Et quand les dirigeants ont compris que la performance de leur entreprise dépend de critères ESG, alors ils les intègrent. Mais parfois, ils appellent ça autrement, c'est juste ça. Karine, je vais me faire un peu l'avocat du diable encore une fois. Au final, arrêter l'ESG aujourd'hui, c'est tout simplement payer demain. Ça serait même peut-être payé assez avant demain, ce soir. Aussi vite que ça, parce que vous le disiez, les bénéfices quand on s'investit dans l'ESG, en moins de 2 ans, on les voit réellement en termes de talent, en termes d'environnement, en termes de notoriété, de réputation, et donc quelque part en termes d'investissement. Mais il faut le rappeler peut-être, encore aujourd'hui, et peut-être sans cesse pendant les années à venir. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine? Arrêter l'ESG, je pense que c'est impossible, puisque on gère sa supply chain, on gère ses talents, ses relations avec ses parties prenantes tous les jours, avec ses banquiers tous les jours. Tout ça, c'est forcément empreint de critères ESG, immédiatement. Quand je suis je suis DRH et que je constitue mon pool de talents, je fais le ESG, je fais le S. Quand je gère mes relations avec mes parties prenantes financières et que je leur garantis la stabilité de mon business model et que je leur démontre que ma trajectoire financière est sécurisée, ils vont me poser des questions sur la façon dont j'ai sécurisé mes approvisionnements, par exemple. Si j'ai des approvisionnements qui sont situés dans des zones de danger climatique important, mes parties prenantes financières ne vont pas me croire très longtemps. Donc, le dirigeant d'entreprise, il est contraint de générer une relation de confiance avec ses parties prenantes. Ces parties prenantes, ce sont ses clients, ce sont ses fournisseurs, ce sont ses banquiers, ses investisseurs et ses talents. C'est comme ça qu'on fait tourner une entreprise. Et les dirigeants le savent. Ça s'appelait pas ESG avant, ça s'appelait pas RSE, ça s'appelait autrement. Mais ça n'a pas changé. On a un corpus méthodologique maintenant qui nous permet d'aller plus vite parce qu'il faut s'adapter à ce rythme effréné dans lequel les entreprises doivent faire face à de multiples crises. Mais quelque part, on a mis des noms sur des pratiques et on a étayé ces pratiques avec des outils méthodologiques. Mais les dirigeants savent très bien qu'il faut s'adapter et s'adapter en permanence à des risques dont il faut faire baisser le niveau, et puis on va chercher des opportunités. Je veux dire, tout ça n'a rien changé. Il faut juste se dire que on a appelé ces pratiques-là autrement et on les a renforcées. Voilà ce qu'il faut se dire. On arrive à la fin de notre entretien, Karine. Est-ce que vous auriez justement un dernier message à faire passer aux entreprises que vous conseillez ou celles que vous ne conseillez pas encore? Alors moi, je pense qu'il faut, en tant que dirigeant, remettre au cœur de son discours le mot responsabilité. Parce qu'il invite à ouvrir les yeux, il entraîne les COMEX à prendre des arbitrages de façon responsable. Et pour prendre ces arbitrages de façon responsable, il faut être équipé d'outils de décision. Et si on revient sur le mot ESG avec la définition que j'ai donnée, c'est une famille de critères, il faut avoir de la data sous les yeux, de la data de bonne qualité. On prend des décisions sur des éléments financiers. Il faut aussi prendre ces décisions sur des éléments non financiers, sur des éléments ESG, et mettre ces éléments au même niveau sur la table. Parce que la performance non financière, c'est en réalité de la performance pré-financière. Si on n'est pas bon sur les aspects environnementaux, sociaux maintenant, alors on va avoir de la sous-performance financière à très court terme.
Merci à vous Karine pour ces mots extrêmement concrets qui je pense vont énormément parler aux dirigeants et aux dirigeants d'entreprise. Donc ce que je vous propose, Karine, c'est de revenir dans un nouvel épisode où là cette fois-ci vous allez parler peut-être plus amplement du travail sur l'ESG, qu'en dites-vous ? Avec plaisir. Et chers auditrices, chers auditeurs, nous vous disons à très très vite et vous pouvez nous suivre évidemment sur YouTube, sur les plateformes de podcasting et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Insights, le podcast de Grant Thornton France.